Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale en direct sur Média TV, une émission consacrée à l'ouverture de la première session de la 4e année législative de la 10e législature, une session présidée cet après-midi par le roi Mohammed VI qui a prononcé son discours traditionnel devant les membres des deux chambres du Parlement et en présence du gouvernement dans sa nouvelle mouture pour décrypter le discours royal. Avec moi sur le plateau, Driss Issaoui, vous êtes analyste politique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Puis avec nous également, Abdeltef Koumat, vous êtes doyen de la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de Casablanca. Merci à vous également d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et à ma droite, c'est Naïm Kamal, vous êtes directeur du site d'information PUID.ma. Bienvenue. Bonsoir. Et je commence avec vous. Justement, d'abord, qu'est-ce qu'on retient de ce discours royal prononcé cet après-midi à l'hémicycle ? Je dirais pour commencer d'abord une philosophie générale qui sous-tend ce discours. C'est la conscience qu'il y a urgence. Cette conscience d'urgence qui a été exprimée plusieurs fois dans le discours en invitant les opérateurs, les différents acteurs du développement et de l'action sociale à s'intéresser à ce qui peut. Parce que dans le projet de développement ou le nouveau modèle de développement en gestation, il ne peut être qu'à long terme. Parfois peut-être à moyen terme. Mais il y a des attentes, il y a des besoins qui touchent la majorité des couches sociales les plus défavorisées. Donc, cette conscience, elle a été exprimée pour que, de façon pertinente et de façon dynamique, tous les secteurs, que ce soit le gouvernement, que ce soit le secteur bancaire, que ce soit la société civile, s'intéressent à cette jeunesse qui est en déperdition. Alors, on va justement parler, Naïm Kamal, plus en détail de la jeunesse, du modèle de développement que vous venez d'évoquer. Mais avant cela, j'aimerais aussi poser la même question à Driss Issaoui. Votre lecture du discours royal axé justement sur la jeunesse. Je pense que c'est un discours qu'il faut prendre dans la continuité des autres discours que nous avons eus, c'est-à-dire le discours de la fête du trône, celui du 20 août et... Nous ne l'oublions pas, il y a aussi tous les messages qui ont été envoyés avant la constitution de la nouvelle équipe gouvernementale. Aujourd'hui, on est effectivement en présence d'un discours qui installe, comme l'a dit Naïm Kamal, cette conscience de l'urgence. On est à la veille du lancement de grands projets, parce que nous le disons, nous le savons, de grands projets pour infléchir le cours des événements. Nous avons des choses. Le Maroc, il est bon dans beaucoup de choses. Il amorce beaucoup d'initiatives qui souvent se retrouvent dans un creux de la vague et n'arrivent pas à remonter. Là, nous avons une problématique assez sérieuse. Nous aurons le temps d'ailleurs de la développer sur l'investissement, mais surtout l'insertion des jeunes et l'insertion de pans entiers de la société, de franges entières de la société marocaine dans la dynamique du développement, parce qu'on ne peut pas réfléchir à un modèle de développement où on va développer des secteurs, on va développer des ouvertures sur l'avenir, et on laisse sur le carreau une grande partie de la population, on y reviendra comme je vous l'ai dit, sans les prendre en charge. Mais là, ça devient une responsabilité collective, la nécessité de s'engager, mais surtout la nécessité de se dire « attention, il faut qu'on puisse s'y préparer de manière adéquate, que l'on puisse effectivement aller de l'avant en oubliant les petits détails, les petites querelles, etc. pour aller vite ». Alors, Driss Issaoui, je donne la parole à monsieur Abdeltef Koumat pour parler de l'axe économique qui a été très présent aujourd'hui dans le discours du souverain. Le secteur bancaire est appelé à soutenir la jeunesse à travers le fait de booster l'auto-emploi. Le souverain appelle à faciliter l'accès au crédit. Qu'en pensez-vous ? Très bien. En fait, l'axe économique a été toujours privilégié dans les derniers discours de Sa Majesté, partant du fait que c'est vrai, nous avons un projet de société, mais tout ce qui est en fait
tracée comme objectif social, elle est basée sur une efficacité économique. Et c'est pour cela que depuis quelques discours de Sa Majesté, les derniers discours, il a beaucoup insisté sur la dimension économique, notamment à travers la mise en place du nouveau modèle économique. Alors concernant bien sûr l'intérêt pour la jeunesse, notamment créatrice en fait de richesse et d'emploi, c'est également une question de très grande importance, on le sait aujourd'hui. La problématique de l'emploi des jeunes, notamment des jeunes diplômés, est une problématique qui est posée. On sait que nous avons au Maroc un taux de chômage qui est autour de 9,8%. Par contre, nous avons un taux de 25-26% de chômage des diplômés, des jeunes diplômés. Et les voies classiques d'insertion à l'emploi, qui sont l'administration, qui sont le travail dans des entreprises existantes, il a connu une certaine saturation. On le sait aujourd'hui qu'un point de croissance, il faut penser à de nouveaux modèles. Voilà, donc c'est une des questions fondamentales sur laquelle on peut revenir et qui est au cœur à la fois de la résolution de la problématique de l'emploi, mais également du modèle économique qui doit réduire les déséquilibres sociaux, les déséquilibres territoriaux, et tout cela passe par des projets qui devraient être portés notamment par la jeunesse. Alors, la jeunesse, justement, revient encore une fois dans le discours royal. Cela nous rappelle, Driss Essaoui, donc le discours prononcé justement en octobre 2017 aussi du souverain, qui avait rappelé l'influence de cette frange de la société sur la scène nationale. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Vous savez, la présence d'une... Il y a ce qu'on appelle le dividende démographique. Le fait qu'un pays puisse avoir une jeunesse avec cette quantité. Et il faudrait penser à la qualifier. Il fallait penser justement à la faire entrer dans un circuit, dans un process qui puisse la valoriser, mais surtout en profiter. Mais malheureusement, le Maroc n'aura pas cette chance. Ce dividende démographique, il ne va pas l'avoir tout le temps parce qu'on est en train de vieillir. Et la tendance, d'ici 2050, on sera une société bien développée parce qu'on aura développé tout ce qui touche à la santé, etc. Mais cette jeunesse, on va perdre ce dividende. Pourquoi, comme vient de l'expliquer le professeur Komat, pourquoi s'intéresser à l'insertion des jeunes ? Vous savez, tous les modèles, aujourd'hui, depuis le début de 1980-81, quand le Maroc a été mis sous programme FMI, parce qu'on a eu un problème de déficit de la balance des paiements, et il fallait corriger tout cela, mettre une politique d'ajustement structurel où il y avait des coupes sombres dans tous les budgets, surtout les budgets sociaux, et on s'est retrouvé avec une administration publique hypertrophiée. On ne pouvait plus faire employer les gens dans les administrations. L'insertion, l'auto-emploi est une chose extraordinaire parce que c'est un phénomène qui a fait ses preuves dans le monde entier. La création d'entreprises est le meilleur outil d'insérer d'abord la personne concernée, le jeune lui-même, et il peut aussi être créateur d'emplois autour de lui. Il est responsabilisé dès le départ. Malheureusement, c'est un processus qui a commencé chez nous depuis 1990, 95, etc. Et si vous voulez, on pourrait revenir dans le détail pour expliquer pourquoi, par exemple, tous les programmes développés pour la création d'entreprises en faveur des jeunes, pourquoi ils n'ont pas marché. La critique, l'analyse, elle est faite dans ce discours. C'est l'attitude des banques, c'est l'attitude, de ceux qui sont censés assurer l'accompagnement. Parce que le roi Mohammed VI, quand il en parle, il vous dit, il ne suffit pas de donner le crédit tout simplement. Il faut aussi accompagner ces gens. On a assisté à des moments où on a donné de l'argent au niveau du crédit jeune promoteur. Comme ils n'ont pas été accompagnés, le taux de casse était de pratiquement 40-45%. Et les gens, au bout de la deuxième année, c'est des créations d'entreprises qui sont complètement perdues. Maintenant, on est là devant une urgence, comme l'a souligné Naïm Kamel tout à l'heure, l'urgence de préparer cette armée de réserve qui est là, qui veut travailler. Alors pour la préparer, il faut lui donner les outils, il faut lui donner la possibilité. À côté de cela, on a remarqué que l'auto-emploi commence à faire des émules.
l'auto-entrepreneur aujourd'hui, c'est-à-dire, je n'ai pas les statistiques, mais je sais que c'est une formule qui arrange beaucoup de monde, y compris ceux qui sont partis à la retraite. Et c'est des gens qui vont chercher la formalisation de leur activité à travers l'inscription dans ce registre-là. C'est un dossier qui va être suivi par le souverain. Lui-même. Exactement. Parlons maintenant de la responsabilité. Et justement, on va donner tout de suite un extrait du discours royal. En matière de responsabilité, aucune dérobade n'est possible dans le cadre d'une stricte application du principe de reddition des comptes. Et ce n'est pas la première fois, Naïm Kamal, que le souverain parle donc de cette corrélation justement entre responsabilité et reddition des comptes. Quelle est votre lecture? C'est-à-dire que, d'abord, je retiens une chose, c'est qu'il s'est engagé personnellement à veiller. C'est-à-dire que c'est le constat que dans les interfaces, il y a du jeu. Et que ce jeu, il faut le remplir de manière à ce qu'on ne se réunit pas pour élaborer des projets, concevoir des actions et qui vont rester des théories sans application. Donc, cette réédition des comptes, elle est contenue dans toute la philosophie de la nouvelle Constitution, qui n'est plus une nouvelle, la Constitution de 2011, et il s'agit d'adresser un message à tous les opérateurs auxquels il a parlé, le gouvernement, le Parlement, le secteur bancaire, les partis politiques. C'est l'intérêt de ce discours, l'un des intérêts de ce discours, c'est qu'il a étendu la responsabilité à tout le monde. Donc il s'agit aujourd'hui de ne plus rien que parler. Alors moi je voudrais ajouter une chose, c'est que nous sommes dans une deuxième phase. On a eu une première phase du règne du roi Mohamed VI et qui avait été marquée par les grands chantiers, ce qu'on appelait les chantiers structurants, qui devaient donner une ossature et qui a atteint ses objectifs. Car, Driss Aissaoui l'a dit tout à l'heure, les indicateurs macroéconomiques, qu'il s'agisse des indicateurs nationaux ou à l'échelle internationale, ils sont bons. Cependant, sur le plan social, ça pose problème. Sur le plan de la jeunesse, ça pose problème. Or, je vous rappelle que quand les grands chantiers structurants ont été lancés, ils ont été accompagnés par l'INDH, l'Initiative nationale de développement humain. Et il s'agit de quoi? Il s'agit parce qu'il y a un besoin, une urgence dont parle le roi, et à laquelle il faut faire face pour permettre à ces chantiers structurants... Qui a fait ses preuves, mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Maintenant, on est dans une deuxième phase de ce nouveau modèle de développement économique. Mais il faut être naïf pour croire que le nouveau modèle de développement économique va produire ses effets aujourd'hui ou demain ou après-demain. Donc on est inscrit dans le long terme. Il s'agit aujourd'hui de lui donner le soubassement social, la soupape de sécurité, la stabilité pour qu'il puisse se mettre en place. Puisque le souverain parle d'urgence, que peut-on faire aujourd'hui? Puisque le souverain parle d'urgence. Oui, mais justement, c'est-à-dire l'urgence, c'est de pouvoir donner à la situation sociale au Maroc une forme de stabilisation à travers l'auto-emploi, à travers des idées moyennes, la classe moyenne, même la classe moyenne à l'échelle au niveau du monde rural, il s'inscrit dans le rural, il s'inscrit dans le moyen et le long terme. Donc, il s'agit de porter ce nouveau modèle en lui permettant de se mettre en place, tout en lui assurant et en réglant les problèmes des gens. C'est essentiel, à mon sens, pour la réussite de ce qui est en train. Moi, j'imagine que le souverain doit avoir une idée de ce que c'est ce nouveau développement. Alors, vous avez parlé de développement de chantier. On va parler financement. Alors, ça va de soi avec Abdeltef Koumet. Et cet extrait du discours royal, les décisions prises, si justes soient-elles, les projets programmés, si rigoureux soient-ils, dépendent pour leur exécution de la disponibilité de financement suffisant. Alors, quels sont les financements disponibles aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens? En fait, la question centrale, c'est une question d'entrepreneuriat, d'une manière générale. Sa Majesté a insisté sur deux dimensions, à savoir la petite et la toute petite entreprise, mais également la dynamique de création d'entreprise, notamment à travers l'auto-entrepreneuriat.
La question du financement est une question fondamentale. Nous avons en fait depuis 4 années, nous réalisons une enquête qui est une enquête internationale dans le cadre de ce qu'on appelle GEMS, Global Entrepreneurship Monitor. On compare l'écosystème entrepreneurial au Maroc avec 60 pays. Ce qui sort de cette enquête, c'est que le Marocain, par essence, il est prédisposé à entreprendre. Malheureusement, entre cette prédisposition... C'est une étude de l'université. Oui, effectivement. Et en fait, on présente les résultats chaque année dans un pays. L'année dernière, c'était à Santiago, au Chili. Et cette année, c'est à Miami, aux États-Unis. Et on compare l'écosystème marocain avec 60 pays émergents, pays développés, pays moins développés. Et il se trouve que le Maroc, par rapport à ces pays, il y a une très grande prédisposition culturelle chez le Marocain d'entreprendre. Mais malheureusement, lorsqu'on passe de la prédisposition à l'acte, il y a un gap. Au Maroc, il y a un gap. Et on a essayé de creuser quelles sont les raisons de ce gap. Il y a essentiellement une question culturelle, pédagogique, qui est la peur de l'échec, donc oser, donc qui fait défaut, et bien évidemment l'écosystème, notamment de suivi, d'accompagnement, comme l'a dit Cédric, le financement. Donc la question de l'accompagnement, elle est fondamentale parce un jeune porteur d'entreprise, il ne suffit pas peut-être de lui donner le financement, bien qu'il est important, mais il y a toute la question d'accompagnement sur toutes les facettes de l'entrepreneuriat. Et c'est à ce niveau-là que Sa Majesté a beaucoup insisté sur ces dimensions financières. Sur l'implication du secteur privé, dans cette dynamique qui a un rôle fondamental et c'est un passage obligé si on veut justement résoudre à la fois la problématique de l'emploi et surtout atteindre un taux de croissance suffisant pour nous permettre de réserver le déficit social. Aujourd'hui, nous avons un taux de croissance de 3% en moyenne qui ne permettra pas au Maroc de faire face à toutes les problématiques sociales et on a besoin d'améliorer notre taux de croissance et cela passerait forcément par de l'innovation et par de la création d'entreprises. Alors justement, parlons du secteur bancaire et un extrait du discours royal qui dit que certaines catégories de la population le considèrent comme un organisme ne cherchant qu'un profit immédiat et sans risque, en ont une perception négative. Alors parfois c'est une question d'image, hein, c'est une question de perception. Ce n'est pas seulement une question d'image, c'est une question de réalité. C'est-à-dire quand vous regardez le comportement des banques vis-à-vis des petits porteurs, vis-à-vis du client individuel, vis-à-vis des jeunes. Voilà, les petits crédits vis-à-vis des jeunes. Vous savez, quand vous regardez... concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que ça a été dit dans ce discours, ça a été dit avant. Il faut que les banques puissent se départir de leur culture traditionnelle. Faciliter les procédures comme justement le souverain. Plus que faciliter. D'abord, il faut qu'ils se mettent en situation... c'est-à-dire, quand vous voyez dans d'autres pays, où le marché bancaire, il est concurrentiel. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une situation de quasi-monopole entre les banques. Ils pratiquent les mêmes taux d'intérêt, ils ont pratiquement les mêmes produits, ils sont sur les mêmes créneaux, ils ont pratiquement zéro risque. Alors, l'entrepreneuriat, le banquier est un élément fondamental de l'accompagnement, de l'acte d'investir. L'acte d'investir, c'est quoi ? Et ça, c'est une définition que tous les économistes connaissent. Joan Robinson et d'autres économistes ont parlé de ce qu'on appelle les anticipations rationnelles. Qu'est-ce que c'est que les anticipations rationnelles ? Nous savons que l'entrepreneur, il va risquer. Mais lui, il est positif, il est optimiste, il te dit « je vais faire ce projet, je risque, mais j'y vais ». Alors, il faut que le banquier puisse aussi aller dans la même culture de risque. Le risque est dans la culture de la banque. Voilà, dans la culture de la banque. Aujourd'hui, la banque, il faut qu'elle fasse sa mue, sincèrement. Nous avons la chance d'avoir une banque centrale qui a veillé à gérer le marché monétaire, le marché bancaire, avec beaucoup de prudence. Depuis la mise en place de la loi bancaire, nous avons véritablement, il faut s'enorgueillir, elle fait un travail extraordinaire. Mais aujourd'hui, on est devant un marché bancaire qui est pratiquement réglementé. C'est-à-dire, on ne sent pas de différence, on est dans telle banque ou telle banque. Aujourd'hui, je pense qu'un appel a été lancé par le roi Mohamed VI pour que les banques puissent... Pardonnez-moi, il y a eu plus qu'un appel, il y a eu une injonction. Ici. Parce que c'est quand il dit que pour la promotion de l'auto-emploi, il a engagé la banque centrale. C'est fait à bon escient. La banque du Maroc, pour qu'avec les banques privées... En coordination avec le groupement professionnel, justement. Il faut qu'on explique ce point. Non, il faut qu'on explique ce point. C'est quoi ?
Il a cité ceux qui contribuent de manière fondamentale à l'encadrement du crédit et au financement des entreprises. C'est Banque El Maghreb, c'est le GPBM parce que lui, il représente toutes les banques et probablement on aura affaire peut-être à la CGM ou je ne sais quoi. Mais pour l'instant, nous avons Banque El Maghreb et le GPBM qui doivent se mettre d'accord sur les moyens, à mettre en place. Parce qu'il n'est pas facile de financer un jeune porteur de projet. Il n'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de risques et les banques ne veulent pas aller sur ce terrain. On reviendra aussi sur un point très important tout à l'heure, le programme spécial d'appui aux jeunes diplômés mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Juste une seconde. Pour vous dire que si la Banque centrale, si le GPBM ne se mettent pas d'accord pour mettre en place des produits attractifs qui sont sécurisés, parce que qu'est-ce qui se passe ? La banque donne des fonds à des jeunes qui n'ont aucune garantie. Il y a un problème, je vous le dis tout de suite. Un jeune qui va porter un projet a besoin d'un local commercial, a besoin d'un local professionnel. Il ne l'a pas. Donc, c'est toutes ces questions que la Banque El Maghreb et le GPBM doivent étudier avec le ministère du Commerce et de l'Industrie et mettre en place ce plan dont vous parlez. L'idée est claire, Driss Essaoui, on va en parler plus en détail dans quelques minutes, juste après un extrait du discours royal que je vous propose d'écouter tout de suite au sujet de la responsabilité de l'exécutif. On écoute le souverain. Grâce au concours de l'administration placée sous son autorité, le gouvernement doit veiller à l'exécution efficace des décisions en mettant en place les ressources adéquates, plus particulièrement les données statistiques, les mécanismes d'inspection et de contrôle. Il doit aussi veiller à ce que les différents intervenants œuvrent dans un esprit de transparence, de collaboration et d'harmonie. À cet égard, en matière de responsabilité, aucune dérobade n'est possible dans le cadre d'une stricte application du principe de reddition des comptes et en vertu de la Constitution, le Parlement se voit, lui, investi de larges attributions en matière de production législative, de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques. Et voilà, juste avant d'écouter cet extrait du discours royal, on était en train de parler économie, entrepreneuriat. Est-ce que vous avez des chiffres, Abdeltef Komet ? En fait, effectivement, Sa Majesté a beaucoup insisté sur la notion d'auto-entrepreneuriat. Tout d'abord parce qu'il cadre parfaitement avec les orientations en matière de nouveaux modèles de développement économique qui est basé sur la TPME comme solution fondamentale, aussi bien sur un plan social que sur un plan économique. On ne peut pas aller vers la réduction des déséquilibres territoriaux sans s'appuyer sur des porteurs de projets de proximité, des projets à caractère social, également économique. Et donc la question, elle est fondamentale et en phase avec notre objectif stratégique. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que cette notion d'auto-entrepreneuriat a été lancée en 2015 avec un objectif de 100 000 auto-entrepreneurs en 2020. Les chiffres, jusqu'à aujourd'hui, sont relativement corrects. Nous sommes à 85-90 000 dépôts de demande de statut d'auto-entrepreneur. Mais la question qui est posée, c'est au-delà du statut, quel chiffre d'affaires, quelle activité derrière cet auto-entrepreneuriat. C'est à ce niveau-là que ces porteurs de projets ont besoin d'appui, notamment financier, pour qu'au-delà du nombre, qu'il y ait de la qualité, qu'il y ait de l'activité économique, qu'il y ait de l'emploi. Et c'est pour cela que la question du financement, elle est fondamentale. Alors, financement, concernant le programme spécial d'appui aux jeunes diplômés de financement des projets justement d'auto-emploi, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Driss Essaoui ? Alors, en ce qui concerne ce programme spécial que le roi Mohamed VI a annoncé, je vais peut-être permettre au plus grand nombre de jeunes d'accéder au crédit et de les accompagner. Et je sais qu'il y a des banques de la place qui ont des programmes spécifiques pour les jeunes. Ils ont même des comptes spécifiques pour les jeunes. Je ne veux pas citer ici de banques, mais ils le font. Mais ce n'est pas assez. C'est pratiquement du saupoudrage en termes de sensibilisation, en termes d'accompagnement, même en termes de distribution de crédit. Ce qu'il y a ici, c'est que nous sommes... Alors, il y a aussi le fait, disons, ce qui m'a semblé être intéressant dans ce plan, c'est l'encouragement de la PME-PMI à l'export, surtout par rapport à l'Afrique. Moi, je trouve que ça, c'est extraordinaire, parce que nous avons des PME-PMI qui sont très ingénieuses, qui sont dans l'innovation, mais ils n'ont pas assez de moyens, ils n'ont pas l'accompagnement nécessaire, même
à travers les institutions qui existent, chargées de la promotion de l'export, qui ne se retournent pas tout souvent vers ces petites structures et qui peuvent être très ingénieuses et faire avancer le positionnement du Maroc. L'élargissement donc de l'intégration de l'informel. Il faut surtout ne pas répéter l'expérience ou recommencer l'expérience de l'aide aux jeunes, des jeunes emplois et du microcrédit, Absolument. qui avait rapidement atteint ses limites et qui s'est perdu dans la consommation de crédit pour la consommation. Et il va falloir être très prudent. Et je crois que c'est pour ça que... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, non, le taux de casse est très élevé, était très élevé. On a déjà cette expérience qu'il va falloir regarder de près, oui. Pour ne pas la répéter, justement. Non, il y a eu du temps du gouvernement Jeton, on avait annoncé la création de quelques 30 000 ou 300 000 entreprises. L'objectif... c'est annuel. Non, pas autant. Non, 30 000 annuels. Concrètement, qu'est-ce qu'on avait créé? Moins de 2000 entreprises, moins. Avec de grosses difficultés. Et quand vous allez un peu plus dans le détail, quand vous regardez les choses, vous trouvez que c'est des laboratoires d'analyse médicale, qui sont très lourds. Naïm Kamal sur ce Oui, non, c'est juste... Oui, allez-y. Vas-y. Non, c'était pour dire, Naïm Kamel vient de le dire, on a distribué des fonds à l'époque parce que ça ne marchait pas. Et on voulait donner de l'argent. Quand on les a donnés sans aucun accompagnement ni contrôle où allait cet argent. Aujourd'hui, je pense que dans ce plan-là, c'est beaucoup plus précis. On est en train de parler de l'élargissement de tout ce qui touche à l'entrepreneuriat et surtout de l'informel qui est une grosse problématique à laquelle il faudra apporter des réponses. Dans l'économie, ouais. Voilà. Où en est la société civile, parce que Laurent Martis a appelé à une implication générale. C'est une excellente question. Aux côtés du secteur privé. Le roi y a fait appel. Mais la société civile a connu ses jours heureux de 2000 à 2012, 2013, 2014. Et puis, la société civile s'est effritée un peu dans l'action, soit hostile, et c'est une autre affaire, soit dans le mondain. Le rôle moteur que pouvait jouer la société civile, ou le rôle locomotive que pouvait jouer la société civile, c'est estampé de lui-même, à tel point qu'aujourd'hui, effectivement, quand on parle de société civile, on a de la difficulté à la cerner et à voir son existence et son apport. Il fait dans le caritatif, c'est bien. Il fait dans l'idéal, la défense de la femme. Tout ça, c'est très bien. Mais une société civile économiquement, socialement agissante est aujourd'hui absente. Il va falloir la ressusciter, il va falloir la réanimer. Il faudrait peut-être la mettre sous perfusion pour qu'elle puisse apporter, et il est nécessaire au projet en développement. Alors, parfait. Donc, maintenant, concernant ce qu'a justement déclaré ou ce qu'a cité le roi Mohamed VI dans son discours, la construction d'un Maroc évolué et développé, la formulation de réponses appropriées aux préoccupations et aux attentes de ses citoyens nécessite la mutualisation et la mise en cohérence des efforts. Est-ce que, Driss Essaoui, ça rejoint l'idée développée tout à l'heure par Naïm Kamal? Si vous permettez juste, le roi a insisté sur quelque chose qui est en relation avec ce que vous venez de dire. C'est cet appel à ne pas se perdre dans les querelles futiles qui créent des crispations inutiles. Et c'est très important. C'est-à-dire, et une fois qu'on aura déminé ou détendu un peu les relations entre les différents acteurs, peut-être on pourrait aller dans ce sens. Peut-être qu'il y a un signe annonciateur à cette détente qui est tant attendue. Les partis politiques, etc., ont passé beaucoup de temps dans ces querelles intestines. La formation du nouveau gouvernement s'est faite dans l'esprit justement d'une conciliation, de plus de cohérence entre le chef du gouvernement et les composants de la coalition gouvernementale. Donc on est vraiment dans cette...
Et le discours, sans revenir à cela, est en train de dire, attention, il y a des choses sérieuses, il y a des problèmes profonds auxquels nous devons tous nous attacher, partis politiques, société civile, banquiers, etc., tout le monde, tous ces acteurs doivent aller de l'avant. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas faire du développement alors que nous sommes en train... Alors, ces querelles, pourquoi elles sont nocives ? Elles sont nocives parce qu'elles chahutent l'image de la chose politique, l'image des institutions. Et les gens, les Marocains, ne feront plus confiance à cela. Mais aujourd'hui, ce qu'il appelle, il faut pas aussi qu'on paraisse comme étant en train de flageller des secteurs bancaires ou autre chose. Le roi a dit, et moi, on est d'accord, que ce sont des banques qui ont travaillé, qui ont de l'expertise, qui ont savoir-faire. Mais le plus difficile qu'ils ne sont pas arrivés à faire, c'est changer leur mentalité, changer leur réflexe de vouloir gagner sans trop perdre, etc. Ça, voilà, la responsabilité sociale aussi rappelée justement par... Non, mais c'est-à-dire qu'il te dit que les gens n'arrivent pas à changer de mentalité. C'est la mentalité, j'investis peu et je gagne beaucoup. Alors, parfait. Maintenant, on va parler du contexte général de cette session parlementaire qui intervient donc au lendemain d'une restructuration de l'architecture gouvernementale au Maroc et dans un contexte aussi exceptionnel de développement que connaît le Maroc, une nouvelle ère qu'a abordé le roi Mohamed VI à plusieurs reprises et qui nécessite un cadre législatif évidemment adéquat. Donc, je crois que le premier appel qu'il a lancé, c'est que cette législature soit celle de l'action et de l'efficacité. C'est-à-dire, et tout de suite après, il a fait appel à ce qu'on s'écarte ou qu'on transcende les querelles futiles et inutiles. Bien sûr, aujourd'hui, apparemment, il y a une forme de maturité qui a prévalu dans la formation et qu'on voit dans la formation de l'équipe gouvernementale dans ce sens où elle n'a pas obéi à la logique de la satisfaction des ambitions personnelles et qu'enfin, une revendication qui a longtemps germé, qui a longtemps été dite et redite d'un gouvernement ramassé, d'un gouvernement de compétences, des élites de compétences soit fait. Ce que je voudrais noter, et je m'arrête, c'est que dans ce gouvernement, nous avons 17 technocrates, même quand ils sont étiquetés. Et que nous avons sur les 17 technocrates, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, il y a 900 appartenances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a en principe le moteur et les hommes suffisamment conscients pour réaliser cette mutation des mentalités. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est effectivement, il l'a dit, le roi a fait référence aux mentalités dans le discours du trône. Il y a fait référence dans le discours du 20 août. Il y fait référence aujourd'hui dans le discours devant le Parlement. C'est effectivement, nous avons ce problème et il n'y a pas plus difficile à transformer, à changer qu'une mentalité, que de modifier des habitudes et des comportements. Alors, Driss Aissaoui, quel est justement l'impact de cette restructuration gouvernementale sur le travail législatif ? On ne peut pas le savoir. Sur le travail législatif, il faut d'abord que le Parlement puisse se positionner, se mettre en place d'une institution chargée de contrôler le travail du gouvernement, chargée d'évaluer les politiques publiques de manière permanente. Qu'il y ait ce gouvernement ou un autre, il faut que le Parlement puisse le faire. Dans l'ancien, disons, le discours de l'année dernière, le roi a demandé à ce qu'on renforce les subsides donnés aux partis politiques pour qu'ils renforcent leurs capacités, pour qu'ils engagent des spécialistes, des experts, etc., afin d'influer de manière positive sur la production législative. J'espère que tout ce travail, avec l'équipe qui est en place, qui n'a pas beaucoup de temps, ce n'est qu'une année et demie ou 2 maximum, et pour donner des livrables capables justement d'aider à cette force d'inertie pour faire marcher ce nouveau modèle de développement et pour justement s'inscrire dans une logique de moyen et de long terme de changement. Aujourd'hui, le changement doit être opéré au niveau du social. Ça, c'est l'appel qui est lancé par ce discours. J'espère que l'appel sera entendu.
Alors maintenant, concernant les principaux projets de loi au menu de cette année législative, et je pense bien évidemment au projet de loi de finances, Abdeltef Koumet, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors concernant la loi de finances, on a une idée sur les priorités et qui cadre parfaitement avec les orientations générales. Donc la loi de finances, bien évidemment, comme priorité, il y a la question économique, qui est une question fondamentale, à travers notamment l'encouragement de l'investissement, l'encouragement de la petite et moyenne entreprise, et à travers même la structure du gouvernement, on a remarqué que le portefeuille investissement ne figure pas au niveau de l'exécutif, du fait qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique qui sera donnée aux régions comme vecteur de l'investissement, à travers un nouveau rôle qui sera en fait confirmé aux centres régionaux d'investissement. L'investissement, dorénavant, devrait être imaginé, conçu régionalement. Oui. Et tout à l'heure, vous avez évoqué la question de la cohérence. La cohérence, elle est également posée à ce niveau-là. Tout d'abord, au niveau des plans sectoriels. Donc, on a de très beaux plans sectoriels, mais malheureusement, ce qui manquait à un certain moment, c'est cette cohérence entre les différents plans sectoriels. Il y a également, peut-être il y avait un manque de cohérence entre une politique centralisée, qui est la politique de l'État en matière d'investissement, en matière de projet, et un peu le potentiel et le besoin régional. Et cette question, il a été placée comme question prioritaire au niveau de la loi de finances. La deuxième priorité, bien évidemment, c'est l'effort, la continuité de l'effort sur un plan social. Donc c'était prononcé comme priorité, comme axe prioritaire, à continuer à soutenir les programmes sociaux, donc le RAMED, le soutien à Taysir, à la scolarisation des enfants. Donc toutes ces questions restent fondamentales parce que nous avons toujours la question de la réduction des déséquilibres sociaux, bien qu'un effort a été fait, on le sait qu'au Maroc, on avait un taux de pauvreté qui était aux alentours de 9-10%. Il a été réduit à 4-5%. Mais ce que nous relevons, c'est la précarité de la classe tampon entre la classe pauvre et la classe moyenne. Ça veut dire qu'il a tendance à aller vers la classe moyenne, mais avec une certaine fragilité. Il va falloir la soutenir pour qu'elle passe définitivement à une classe moyenne. Et ce qui a été appelé par Sa Majesté lors des derniers discours, c'est la nécessité de disposer d'une véritable classe moyenne, qui est une charnière sociale, mais également une charnière économique, parce qu'elle constitue un pouvoir d'achat, une dynamique économique fondamentale. On écoute tout de suite un extrait du discours royal prononcé aujourd'hui par le roi Mohamed VI au Parlement au sujet du travail législatif. En tant que parlementaire, vous êtes donc responsable de la qualité des lois qui encadrent la mise en œuvre effective des projets et des décisions, afin que l'action entreprise reflète bien les dynamiques à l'œuvre au sein de la société et qu'elle réponde aux attentes et aux préoccupations des citoyens. Il vous appartient également de suivre l'action du gouvernement en termes de gestion des affaires publiques, tous domaines confondus, et de veiller scrupuleusement à son adéquation avec les préoccupations réelles des citoyens. Et Abdeltef Koumet, vous étiez en train de parler du projet de loi de finances 2020, un texte donc qui pilote l'application de la loi cadre sur la fiscalité. Cette loi cadre qui fixera les grandes orientations des prochains exercices fiscaux. Que sait-on aujourd'hui? En fait, c'est une décision qui émane des assises fiscales qui se sont déroulées le 3 et le 4 mai dernier. Et à l'issue de ces assises fiscales, il a été décidé de mettre en place une loi cadre, parce que c'est vrai qu'on a vécu une certaine période où il y avait des changements fiscaux qui survenaient d'une manière un peu, je dirais, continue, sans qu'il y ait une stabilité, sans qu'il y ait une visibilité. Ce qui a été décidé à l'issue des assises, c'est de faire disposer le Maroc d'une loi cadre qui cadrerait un peu l'aspect fiscal sur le moyen et long terme. Et c'est une loi qui est en préparation et parmi les grands projets que l'on attend, lesquels on attend un débat les prochains mois. Mais en tout cas, c'était une décision très importante et très attendue en termes de mise en place
suite aux assises de la fiscalité qui sont déroulées au mois de mai dernier. Alors, parmi les textes de loi donc, qui marquent la nouvelle session parlementaire, c'est aussi la loi organique sur le droit de grève, donc on le rappelle, signée le 25 avril par les partenaires sociaux. Et un peu renié aussi, parce que cette loi sur le droit de grève, nous la traînons depuis l'indépendance. Trentaine d'années ou plus. Plus, depuis l'indépendance, ça fait 60 ans maintenant, un peu plus. Depuis 65 ans à peu près. Il y a toujours la difficulté de satisfaire les syndicats et le droit à la grève, et en même temps le droit au travail. C'est l'équilibre entre... oui, l'équilibre entre ces deux antagonismes qui, pourtant, devraient trouver l'intelligence de pouvoir travailler ensemble. Si on avait su générer un fonctionnement de la production dans le sens de conventions collectives, de politique de négociation permanente et continue sur les besoins des uns et des autres. Maintenant, j'ai peur qu'encore on ait énormément de pression, et de la part du patronat, et de la part des syndicats, et que ça peut encore trébucher. Alors, Driss Essaoui, il y a aussi la réforme pénale donc, qui attend les parlementaires. Vous savez, ce sont des textes qui ont été d'abord initiés à partir de 2011. Il y a des lois organiques qui devaient une vingtaine à peu près, oui, et qui ont été menées... bloquées en tout cas depuis 3 ans à la Chambre des représentants. Le code pénal, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de polémiques derrière. Aujourd'hui, le texte devrait en principe être réexaminé parce qu'il y a beaucoup de tractations. Il y a les droits de l'homiste, il y a les ONG, il y a certains partis politiques, il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent qui demandent de toiletter un texte extrêmement polémique et extrêmement difficile qu'est le code pénal. Le code pénal, il y a un certain nombre d'équilibres à trouver. Les débats sur la réforme de la justice avaient sur beaucoup d'aspects. D'ailleurs, il y avait déjà un débat avec un autre gouvernement. Le gouvernement Mkiran avait entamé la réflexion. Aujourd'hui, nous avons un texte. J'espère que les parlementaires vont pouvoir faire la part des choses, apporter... En fait, la remarque qui est faite par le roi Mohamed VI au niveau de ce discours, en ce qui concerne la productivité de la législation, concerne la qualité des amendements que l'on peut apporter. Des fois, on apporte un texte qui peut être bon, qui peut être excellent. On le défigure. On le défigure parce que vous avez des interventions non compétentes. Les gens ne sont pas éclairés, ne sont pas formés et ils n'arrivent pas à faire des amendements corrects à des textes qui peuvent apporter des choses. Parfois des amendements de blocage. Voilà, des amendements de blocage qui font qu'on reporte le texte. Le code pénal trébuche énormément sur les questions des libertés individuelles, collectives, etc. Et ça pose problème sociétal. Ça, c'est un problème de société. C'est un problème de société et justement, et c'est là où on va se retrouver dans une antinomie entre le besoin d'une cohésion pour aller de l'avant, de dépasser les querelles, comme on l'a vécu avec la loi cadre sur l'enseignement, peut-être on en aura à en parler un peu, de trouver des crispations sociétales. Et ces crispations sociétales nous font perdre énormément de temps, pendant qu'on devrait consacrer ce temps à l'essentiel. Je crois que si aujourd'hui la société civile, le secteur privé, l'exécutif, la majorité, les partis politiques, enfin, tous les acteurs arrivent à une maturité que on peut le faire. Beaucoup de pays le font. Si on peut laisser de côté les choses sur lesquelles on ne s'entend pas, et on les verra plus tard, et on se consacre aux choses qui font l'unanimité, sur lesquelles on peut produire et travailler, qui, peut-être dans leur dynamique de réalisation, vont hisser la société de manière à résorber tous les points de conflit et de confrontation. Parfait. Abdeltef Koumat en a évoqué 4 textes de loi qui marquent donc cette rentrée législative. Quelles sont les autres priorités de cette législature ?
Alors en fait, Sa Majesté l'a dit au niveau de son discours, il appelle toutes les parties prenantes, y compris le Parlement, en fait, en termes de chantier prioritaire, à réaliser les projets, à suivre les décisions et à actionner les réformes. Et cela est très important. Donc, pourquoi ? Parce que nous avons besoin de lois qui émanent du gouvernement ou qu'elles soient proposées par les parlementaires pour légiférer sur différentes questions sociales et économiques. Alors, bien évidemment, il y a les points les plus importants portent sur les aspects qui ont été évoqués par nos amis, à savoir le code pénal, donc à savoir des décisions concernant l'encouragement à l'investissement, la loi également l'opérationnalisation de la loi cadre sur l'enseignement, donc vous savez qu'il vient d'être adopté, mais il va falloir surtout l'actionner. Et donc ce sont ces grands sujets qui devraient être mis On a parlé de loi Driss Essaoui. Juste une chose. Les images que vous êtes en train de passer, je présume, c'est une partie des discussions et des débats houleux que le Parlement a abrités sur la question, sur la loi cadre, sur l'enseignement. Je voudrais revenir sur une chose. Je ne comprends pas que l'on puisse ergoter sur cette question-là, sur une loi cadre qui devait en principe passer avec beaucoup de facilité au niveau du Parlement, si ce n'est que certains partis politiques ont trouvé le moyen d'envenimer ce débat, parce que la loi cadre, ce qui a été proposé au Parlement, c'est justement pour sanctuariser... Dans l'esprit actuel des choses, il vaut mieux dire que toutes les parties ont envenimé le débat. Non, allez-y, on y va, mais de toutes les manières, ce qu'il y a, c'est que ce fut un débat stérile sur des questions qui étaient réglées en principe en amont par le Conseil supérieur de l'éducation et de la formation. Et que les réponses ont été apportées. Je ne comprends pas qu'on puisse discuter ça avec une centaine de membres qui représentent tous les partis politiques, toutes les associations. On arrive au Parlement et on se braque sur la langue d'apprentissage. Ce n'est pas possible, ce n'est pas sérieux. Alors, on a parlé de loi, justement. Le roi Mohamed VI a souligné l'urgence des résultats impactants. Les citoyens, comment peut-on concrétiser cette attente royale ou répondre à cette attente royale? Je n'ai pas très bien compris la question. Le roi Mohamed VI a souligné l'urgence des résultats impactant le citoyen dans son quotidien. Essaoui a parlé de l'enseignement. Oui. Il y a évidemment d'autres secteurs. Parce que j'étais un peu plongé dans le... Non, justement, parce que j'étais en train de relire un peu ce qui a été dit par le souverain à ce sujet-là. C'est qu'il y a l'impératif de s'intéresser en priorité. C'est ce qu'on appelait depuis le début les urgences. Tout ce qui impacte la vie. Qu'est-ce qui impacte la vie des citoyens aujourd'hui? La santé. L'enseignement. La santé, l'éducation, le transport, le pouvoir d'achat. C'est donc une orientation. Et tout ça, il est fait dans un souci très bien précis et très clair, c'est de permettre au modèle de développement de se mettre en place. Autrement, il ne se ferait pas. Donc, il est essentiel, et même que quand le roi insiste sur la relation entre la responsabilité et la reddition des comptes, c'est dans ce sens. Et si on pouvait relire, si on avait le temps, on aurait relu quelques passages du discours. Il y a une insistance récurrente, constante, je dirais lancinante, sur le suivi, le contrôle, le déploiement des moyens, la reddition, la mise à disposition des statistiques, et il interpelle l'exécutif aussi bien que le législatif dans ses compétences de chef d'État. Exactement. Donc il y a ce besoin parce qu'il y a au plus haut sommet de l'État une conscience aiguë de ces urgences et qu'il va falloir que chacun, d'ailleurs il les interpelle pratiquement
dans la Il a mis les consonance partis politiques, individuellement, le Parlement, l'exécutif presque face à leurs responsabilités. individuellement, leur dire que chacun doit assumer que chacun transcende ses Et petitesses. l'intérêt général passe avant tout, et c'est bien l'idée défendue par le roi Mohammed VI. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. De cette tribune, j'invite l'institution législative que vous représentez, l'appareil exécutif, ainsi que le secteur privé, plus particulièrement le secteur bancaire, à s'associer à l'effort de développement national, à contribuer à la réussite de l'étape nouvelle dans laquelle nous nous engageons. Soyez, que Dieu vous garde, à la hauteur de cette étape qui requiert un sens élevé des responsabilités, un engagement fort, la volonté ferme de faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation pour que soit assurée la prospérité du pays et le bien-être de sa population. Alors, Driss Issaoui, je reviens vers vous. Le Parlement est en passe de connaître d'importants changements législatifs. On pense notamment au code électoral. Ça, c'est un passage obligé, parce que le code électoral que nous avons a été souvent décrié, critiqué, le découpage électoral aussi, les partis politiques l'ont fait. Je pense qu'aujourd'hui, dans le même esprit de la responsabilité collective, ce code devrait être étudié, mais pas à travers le prisme de l'approche partisane, individuelle, etc., mais surtout par rapport à cette volonté de construire un texte pour l'avenir du Maroc, pour l'avenir. Tout à l'heure, on a parlé de la transformation de la dynamique d'investissement du centre vers les régions, et qu'à partir des régions, il faudrait qu'on prenne en considération cela. Il y a beaucoup de critiques sur l'ancien texte. Comment le Parlement va pouvoir gérer tout cela, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts derrière, parce que c'est des mécaniques électorales qui sont en cause, c'est des positionnements qui sont en cause. D'accord. Alors, vous vouliez rebondir, Naïm Kamal, oui. C'est sur le code électoral, sur le découpage, sur les circonscriptions. Vous savez, il y a deux façons de gouverner en démocratie un pays. Soit on a un système électoral, un code électoral qui permet de dégager, que ce soit à un tour ou à deux tours, des majorités, de façon à ce qu'on puisse aboutir à des gouvernements homogènes, qui n'aient pas la déperdition dans la répartition des voix. Ou alors on choisit, et les deux systèmes sont bons pour peu que les acteurs soient mûrs pour ça. Une forme de proportionnel, c'est celle que nous avons au Maroc, qui permet à toutes les sensibilités d'être représentées. Et d'être représentées. Chaque système a son défaut. Mais ça fait un paysage politique éclectique. Oui, c'est un débat aussi récurrent que beaucoup d'autres débats. Quel système choisir? Est-ce qu'on permet un système électoral qui dégage une majorité unique, homogène, ou un système électoral qui permette à toutes les sensibilités de se trouver. C'est un problème de choix de société et je crois qu'il y a beaucoup de voix qui appellent... Il faut de la maturité pour discuter de ces exactement sujets-là. Ça, c'est exactement. Il faut de la majorité. Et les projets de loi qui risquent encore d'être bloqués cette année? Je n'en vois pas, parce qu'en fait, il y a encore, dans l'agenda du Parlement actuel, il y a un certain nombre de textes de loi qui ne pouvaient pas passer. Et je pense que, c'est venu même dans le texte, l'appréciation du travail parlementaire ne devrait pas être une appréciation quantitative. C'est plus par la capacité du Parlement à faire une production législative qui accompagne les chantiers, qui accompagne le développement. Là, c'est là où il faut lire le travail du Parlement. Parce qu'on peut venir à la fin, chez le président du Parlement, dire on a adopté tant de textes, etc. Et on peut s'en féliciter. On peut se féliciter si on a aidé à des projets d'aboutir et de se faire rapidement. Je connais beaucoup de départements ministériels qui ont d'énormes difficultés à faire passer des textes dont dépend une action sur le terrain. Et si vous n'avez pas de chance, votre texte restera bloqué et vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, le retard en matière de développement, il est exponentiel.
il ne peut pas attendre que les parlementaires se mettent d'accord pour pouvoir aller agir. Voilà. Alors, le roi Mohamed VI Driss Issaoui a appelé à la concrétisation des projets. L'heure est à l'action, on a cessé de le dire. Pour ce qui est du futur modèle de développement au Maroc, justement, au-delà de la commission qui va être mise en place par le souverain, quel pourrait être le rôle du Parlement et de l'exécutif aussi? De faire leur travail, tout simplement, de continuer d'exécuter la loi de finances, de préparer le terrain à cette commission ou à ce qui va sortir de cette commission pour sa mise en œuvre. C'est essentiellement ça. C'est-à-dire, nous sépare des législatives à moins de 2 ans. Voilà, moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Donc, ils ont à peu près 16 à 17 mois pour exécuter la loi de finances en cours et pour assainir, préparer les esprits. Si on peut, encore, on en revient à cette histoire de mentalité, si on peut assainir les esprits, apaiser les âmes, pour qu'on ne soit plus dans des querelles exclusivement partisanes, on pourrait peut-être alors espérer sortir de l'ornière. Alors justement, donc ce nouveau modèle de développement au Maroc, le futur modèle de développement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Abdeltef Koumet? Qu'est-ce que peut faire aujourd'hui le Parlement et tous les acteurs concernés? En tout cas, c'est un projet qui a été lancé par Sa Majesté il y a 2 années, qui a créé un engouement en termes de débat, en termes de réflexion, qui, à mon sens, je crois, nous sommes arrivés à une certaine maturité pour le formaliser en un projet qui sera en fait une feuille de route pour le Maroc pour les prochaines années. Donc nous sommes arrivés certainement, la commission donc attendu certainement, il sera prononcé les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais le rôle du Parlement, comme l'a dit Naïm, certainement, il aura un rôle à jouer pour la mise en œuvre des orientations stratégiques qui seraient arrêtées par ce nouveau modèle de développement économique qui devrait bien évidemment traiter le volet régional. La régionalisation avancée est un pilier, est un vecteur de mise en œuvre certainement du nouveau modèle économique. La réduction des déséquilibres sociaux également certainement sera un pilier. Donc la création des richesses à travers l'encouragement de l'investissement. Tout à l'heure, on a parlé de l'investissement au niveau régional. Donc toutes ces orientations, on ne va pas anticiper sur les grandes lignes, en fait, qui sont des orientations, Sa Majesté les a présentées, mais on va attendre la finalisation de ce nouveau modèle économique. Mais certainement, il va y avoir des grandes orientations stratégiques qui devraient être accompagnées par des mesures législatives pour les cadrer. Et donc c'est là le rôle du Parlement, c'est de préparer des lois de manière à ce qu'on puisse justement mettre en œuvre les grandes orientations de ce nouveau modèle économique. Alors, comment doivent être justement dressées ces mesures législatives qui doivent accompagner ce nouveau modèle de développement au Maroc? On l'a dit, mais peut-être pas assez. Le Parlement doit changer de paradigme. On n'est plus dans la confrontation entre points de vue et de manière partisane. Il faut que, là, ce qui est demandé, parce que le discours d'aujourd'hui, c'est un discours programmatique. Et le roi a fait exprès de donner un certain nombre de repères pour que tout le monde puisse se retrouver. Les banques, le gouvernement, la société civile, les citoyens, l'auto-emploi, etc., pour qu'on puisse se retrouver. Le Parlement est le premier concerné. Il est le premier concerné parce qu'on ne peut pas se retrouver demain devant un Parlement qui va tergiverser, qui va faire de l'exégèse de textes qu'il ne comprend pas ou qui n'a pas la capacité scientifique et technique de le faire. Je pense qu'il faut qu'il se mette dans une logique de proactivité et d'accompagner justement ces grands chantiers qui seront dégagés. Oui, Naïm Kamal, vous voulez rebondir? Il y a tranché une question fondamentale et à mon sens vitale. Il y a le débat actuel, on connaît les secteurs où ça ne va pas, on sait où le bas blesse. On demande qu'aujourd'hui, outre les questions philosophiques, une réaffectation de 1 ou 2 points de PIB à ces secteurs, quitte à que ça se fasse au niveau du déficit. Nous avons en face... C'est un grand débat. Justement, c'est pour ça que je le soulève. On a en face le Wadi Bank al-Maghrib, qui lui
qui a été ministre des Finances pendant le plan d'ajustement structurel des années 80, qui vous dit attention, ne touchez pas, parce qu'on va rentrer dans une spirale infernale. Ce débat, je crois, les partis politiques, tout ce qui pense dans ce pays, tout ce qui a une compétence financière, économique et sociale et politique, doit aujourd'hui engager une profonde réflexion. Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas, et on le tranche. Mais il ne faut pas laisser ce débat tangent pendant longtemps, parce qu'il risque d'hypothéquer tout ce qui est en train de se faire. Alors, on a parlé de loi, on a parlé des partis politiques. Qu'en est-il maintenant de cette confiance entre Parlement et citoyens? Ça, c'est la question à $1 million. Alors, la question de la confiance, vous savez, elle n'est pas mesurable. La confiance, ou bien vous la suscitez. Qu'est-ce que c'est que le Parlement? C'est une institution constitutionnelle qui émane de la volonté du peuple, de ceux qui votent dans ce pays. La confiance, elle se mérite. Il faut donner des signes pour pouvoir, parce que le citoyen, il est là. Et le roi n'a pas cessé de dire où vont les fruits de la croissance, où vont les projets, où sont les budgets qui ont été affectés. Alors si le Parlement ne fait pas correctement son travail de contrôle de l'action gouvernementale, ça va être compliqué de faire expliquer aux citoyens moyens, aux citoyens au fin fond du Maroc, que les choses ne vont pas. Alors il faut que le Parlement fasse non pas des coups d'éclat, qu'il fasse juste son travail qui est défini par les textes, qui est défini par la Constitution. Alors, qu'en est-il du code éthique et réglementaire au sein du Parlement? Justement, moi, je ne vais pas parler de code éthique, parce que les codes éthiques, vous pouvez en faire autant que vous voulez. S'il n'y a pas les gens qui sont... Volonté de... Alors, je voulais prendre la parole justement juste pour dire que cette histoire vous avez parlé, il y a un scepticisme ambiant. Et ce scepticisme ambiant, il va falloir le vaincre. Et le roi, dans son discours devant le Parlement, a insisté sur... D'abord, c'est l'exemplarité. Et l'exemplarité, il ne touche pas que les députés. Il touche les députés, il touche l'exécutif, il touche l'appareil de l'État, il touche tous les secteurs qui touchent de près ou de loin au circuit de la production. Or, c'est tu puisses continuer dans le même sens. Contre les gens, contre les citoyens. Une seconde. Parce que sinon, je vous sortirai la phrase où, justement, il y a un appel. Il faut aujourd'hui une certaine intégrité. Et je vais utiliser le terme en arabe, le kafef. Le kafef ou l'afef? Non, mais là, non, contre les citoyens. Non, on leur donne un spectacle. Par exemple, quand les parlementaires commencent à faire des débats sur leur propre retraite, sur l'augmentation de leur dotation, etc., les gens voient ça d'un mauvais œil. Alors, professeur Abdeltef Koumat, concrètement, comment peut-on aujourd'hui consolider le travail législatif? Alors, la question de confiance, elle est fondamentale. Avant de répondre à votre question, d'ailleurs, ça a été un des points prioritaires lors du discours de Sa Majesté, du discours du trône, c'est d'appeler à la réinstauration, le renforcement de la confiance, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de plus de confiance. Au-delà de la relation entre Parlement et citoyens, la confiance doit régner sur tous les plans. Parce que même sur le plan économique, aujourd'hui, l'investisseur a besoin d'avoir confiance. Sur tous les aspects, nous avons besoin de renforcer, pour ne pas dire réinstaurer, renforcer cette confiance, parce que le cœur, et c'est un peu ce qu'on peut appeler de l'immatériel. Parce qu'en matière économique, en matière d'investissement, en matière de création de richesse, il y a le matériel, c'est la production, c'est le travail, mais il y a l'immatériel, et alors peut-être la notion de confiance qui est fondamentale. Alors s'il s'agit aujourd'hui d'aller vers plus de pertinence en termes de travail... Alors ça sera votre mot de la fin, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Très bien. Donc, brièvement, professeur. S'il s'agit en fait de parler de la confiance au niveau du travail législatif, de renforcement
de la confiance et de l'efficacité, c'est d'améliorer l'efficacité et le rendement. Et un des points fondamentaux du discours de Sa Majesté, c'est d'aller vers plus d'efficacité et d'efficience. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est cette question, parce c'est un sujet central, de l'aspect financier. Sa Majesté a évoqué le rôle crucial qu'ont joué les banques et le système financier, donc ça on ne peut pas le nier. D'ailleurs le Maroc a pu dépasser la crise de 2008 grâce à son système financier, mais par contre il y a un rôle social et sociétal auquel on appelle les banques parce qu'elles doivent être partie prenante de développement social et économique. Merci beaucoup, Abdeltef Koumat. Très brièvement, Naïm Kamal. Je voudrais revenir juste à une citation du discours pour illustrer ce que je disais tout à l'heure sur l'exemplarité. Le souverain dit « Je mesure parfaitement combien il est malaisé de faire évoluer certaines mentalités dans le secteur bancaire. Dans le même ordre d'idée, j'ai déjà souligné la nécessité de changer les mentalités au sein de l'administration pour mettre fin à des comportements préjudiciables au développement et à l'investissement. » Je crois qu'il ne faut pas être sorcier pour aller savoir tous ces comportements préjudiciables qu'il faut changer. L'idée est très claire, Naïm Kamal. Driss Essaoui. Nous retiendrons que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un discours programmatique qui en principe devra faire date parce qu'on va pouvoir revenir aux appels du roi Mohamed VI dans ce discours, surtout pour ce qu'il a appelé cette nouvelle phase. Nous sommes vraiment au perron de la nouvelle phase pour commencer une nouvelle dynamique avec le nouveau modèle de développement. J'espère que ces appels ont été entendus et que finalement on puisse véritablement apprécier et jauger le travail du gouvernement, du Parlement et surtout du secteur bancaire à sa juste valeur et que des choses concrètes soient véritablement réalisées à la fin de cette deuxième période. Merci beaucoup, Driss Essaoui. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle que vous êtes analyste politique. Merci également, professeur Abdeltef Koumat. Vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Et merci à vous également, Naïm Kamal. Vous êtes directeur du site d'information Cuidin.ma. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Enfin, cette émission spéciale consacrée donc au discours royal prononcé aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire. Excellente suite de programmes sur Média TV.